Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 14 juin. Anthony Kinzo Kamole prend ses fonctions. Le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État a pris le relais de Guilain Nyembo. Anthony Kinzo promet de donner le meilleur de lui-même dans l'exercice de ses fonctions. Vous le suivrez dans ce journal. À la une, également, deuxième audience au tribunal militaire de la prison de Ndolo dans l'affaire coup d'État manqué. Les avocats des accusés ont formulé la requête de liberté provisoire pour raison de santé pour certains de leurs clients. Une brève dans ce journal tenu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine de la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement souminois présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le gouvernement souminois aura pour mission de matérialiser la vision du chef de l'État énumérée en 6 axes clés pour son second mandat. Je ne crois pas être l'oiseau rare, mais je donnerai le meilleur de moi-même. Ces mots émanent du nouveau directeur de cabinet du président de la République, Anthony Kinzo, qui vient de recevoir le bâton de commandement des mains de son prédécesseur Guilain Nyembo, devenu vice-premier ministre en charge du plan et l'aide au développement. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu ce vendredi au Palais de la Nation. Suivez. Quelques signatures sur le procès-verbal et un échange de signataires pour passer la main. En toute sobriété, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzo Kamole, a officiellement pris ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de remise-reprise présidée par le secrétaire général à la présidence. Appelé à gérer la planification des programmes du pays au gouvernement en qualité de vice-premier ministre, ministre du Plan, le directeur de cabinet sortant, Guilain Nyembo, a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et ses collaborateurs pour l'accompagnement lui assuré. Nous avons vécu des belles histoires et remporté de bons combats et des combats dignes pour la République. Vous avez été d'un grand apport dans la réussite de toutes ces missions, avec un recueil des discours, un clin d'œil pour cette équipe. Je laisse sur la table l'important dossier de la digitalisation de cette administration que nous avons déjà démarré et qui tient le chef de l'État à cœur pour améliorer les services à d'autres institutions de la République, à nos compatriotes et aux différents partenaires de notre pays. Fidèle à ses convictions et à sa méthode de travail, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzo Kamole, a dans ses premiers mots appelé ses nouveaux collaborateurs à poursuivre l'élan du travail, mais avec un peu plus de dextérité. Ma loyauté et toute ma déférence au président de la République. Arriver à cette fonction, ce n'est pas peu de choses. C'est certainement un arbitrage personnel, un arbitrage spirituel, un arbitrage politique. Mais ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous, moi je mesure l'ampleur, je mesure ce que ça représente d'être directeur de cabinet du chef de l'État, mais en même temps c'est que ça représente d'être collaborateur direct du chef de l'État, comme la plupart d'entre vous êtes ici. Ça veut dire que c'est de la mesure, ça veut dire que c'est de la discipline. Je voudrais vous dire une chose, chaque fois que vous vous trouvez quelque part, vous représentez le chef de l'État, vous représentez le cabinet, vous représentez la fonction que vous portez. Alors je voudrais que chacun d'entre vous porte ce manteau partout où il sera et dans tout ce qu'il fera. Il y a un tableau de bord qui vous sera donné pour ce que j'appelle une sorte d'état des dossiers pour chacune des cellules. On voudra les avoir, on vous donnera probablement 5 jours ou une semaine. J'aurai une rencontre avec les différents directeurs de cabinet adjoints et j'aurai des rencontres avec chacune des cellules. On va s'asseoir, on va discuter, on va échanger, autant de temps que ça va prendre, mais chacun devra connaître ses dossiers. On va découvrir. Ce sera pour moi aussi un test pour chacun des CP et aussi pour chacun des conseillers. Et je vous en supplie, on se met au travail. De la même manière que vous avez travaillé avec Guilain, vous allez travailler avec moi. J'ai besoin de vous. S'en est suivi un échange en privé entre Guilain Nyembo et Anthony Kinzo Kamole avant une visite de différents services du cabinet et la remise des clés du charroi automobile. Après la remise et reprise, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabongo Mwadianvita, a pris la direction du camp Kokolo, où il a été reçu par la coordonnatrice internationale des dépendants des militaires, policiers et autres gendarmes
dans l'espace francophone Magdala Kassonga ainsi que par les dépendants des soldats. Sur place, devant des femmes et enfants des militaires, le vice-premier ministre en charge de la Défense a expliqué l'une des missions auxquelles il est astreint au sein du gouvernement. Damani Mujinga. En prenant la parole devant les femmes et enfants des militaires, le nouveau locataire de la vice-primature de la Défense nationale a promis de travailler ensemble avec sa communauté pour la réussite de sa mission. Mais mikolo ezokoya na kozonga awa po tosolola nayebi makambo moke oyo ezopreocupe bino me bino nde bokoyebisanga ebele po tozwa solution. Le vice-premier ministre a mis un point d'honneur à se rendre dans le camp Kokolo afin de parler aux femmes et enfants de soldats. Il a promis de se mettre vite à la tâche afin que la RDC gagne la guerre et cela pour permettre le retour des soldats du front pour retrouver leur vie. Il faut nakende kozwa papa oyo baza na front po bazonga awa oza na bezo na bango awa ke na front yango wana nayaki mbango nake koleka awa te nakende fake natelema na camp Kokolo symbole ya force armée. À leur tour, les femmes des militaires ont promis de soutenir le VPM. Elles ont promis de travailler main dans la main avec le nouveau numéro 1 de la Défense nationale pour la réussite de sa mission. Après avoir cédé son fauteuil de vice-ministre des Affaires étrangères à Grace Yamba, le nouveau ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou, a pris ses nouvelles fonctions. C'était ce jeudi dans la soirée. Il a annoncé déjà la couleur. Les jours qui viennent seront consacrés à l'état de lieu du secteur de l'urbanisme et habitat. Il a promis de poursuivre les réformes et de mettre de l'ordre dans ce secteur qui est l'un des piliers du développement des villes. Suivez. Je tiens à remercier sincèrement Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée à ma modeste personne. Au nom de la continuité de l'État, je peux vous assurer, parce que les réformes ont été faites suivant la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République et en tenant compte du programme d'action du gouvernement, le PAG, que nous continuerons le travail que vous avez commencé. Nous ne venons pas ici pour jouer, nous venons ici pour travailler. Nos attributions sont très claires. Le programme d'action du gouvernement, notamment à son axe 3, nous donne assez de marge de manœuvre pour non seulement continuer le travail sur les réformes, mais essayer aussi de mettre de l'ordre dans ces secteurs. Nous voyons un peu l'état de nos villes. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à nos 3 structures sous tutelle de ce ministère. Moi, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, je m'engage à œuvrer pour l'opérationnalisation de ces 3 structures, de ces 3 établissements, y compris la structure technique. Vous avez fait allusion aussi aux outils de planification qui sont en cours avec l'accompagnement et le soutien des partenaires techniques et financiers. Je m'engage également à continuer dans ce sens parce qu'il n'y a aucun pays au monde qui peut se développer sans respect des normes. J'ai regardé le dossier concernant le code de l'urbanisme. Dès la prise de fonction, je veux m'employer à continuer les démarches qui restent à faire, notamment l'atelier qui va être organisé dans les jours à venir, la présentation au Conseil des ministres et à la fin, la défense de ce code au niveau de l'Assemblée nationale. Et pour clore ce chapitre de changement d'acteurs dans les portefeuilles ministériels, sachez qu'au ministère des Sports et Loisirs,
Le ministre sortant François Kaboulo Mwana Kaboulo a passé le bâton de commandement à son successeur Didier Boudimbu. Blaise Kouzola nous en dit davantage. Soumis par l'Assemblée nationale ainsi que la prise de fonction officielle de la première ministre à la primature mercredi 12 juin dernier, la remise de reprise a eu lieu au ministère du Sport et Loisirs ce jeudi 13 juin 2024. François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo cède officiellement le fauteuil à Didier Boudimbu Toubouanga. Cérémonie protocolaire respectée en présence du secrétaire général au sport et loisirs. Les deux hommes d'État, d'une humeur détendue et en toute sportivité, ont lancé un message d'unité pour le bien-être du sport congolais. Le ministre sortant s'est dit entièrement disponible en cas de besoin de celui qu'il appelle ami. Ensuite, il a sollicité le soutien de tous pour l'avancement du sport congolais. Monsieur le ministre, je vous souhaite une bonne entrée dans ce ministère turbulent. N'est-ce pas? C'est la passion. Le sport, vous connaissez, il y a trop de passionnés, mais je n'ai aucune crainte. Vous êtes à la maison et que vous allez certainement vous en sortir. Et je vous souhaite plein succès pour votre mandat. Je suis parti du ministère des Sports, mais je suis né sportif. Donc je reste dans les sports. Cela veut dire que je continuerai à servir toujours les sports congolais sous diverses formes. Et n'hésitez pas, parce qu'on est précédé par une relation très profonde. Donc quand il y a quelque chose dans les deux sens, n'hésitez pas, nous allons nous concerter, n'est-ce pas, pour voir dans quelle mesure on peut aider notre sport d'aller en avant. Dans le même ordre d'idée, avec le souhait de plein succès de son prédécesseur, le ministre entrant a rappelé l'importance qu'accorde le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ces secteurs avant d'appeler à l'unité. Ce que je peux dire, à part mes collaborateurs et ceux que nous avons trouvés ici au ministère des Sports, c'est qu'on va travailler. On doit essayer de concilier tout ce qui est possible, qu'il y a eu comme problème entre ministère et fédération. Parce que je pense qu'un royaume qui est divisé n'a pas des longs jours. Un royaume, on doit tous s'unir. Le sport, dans le sport, il n'y a pas que le foot, il y a la boxe, il y a le karaté, il y a tout plein de disciplines. Donc il y a plusieurs fédérations. Et je pense que parmi les premières actions que je vais poser, c'est que je vais inviter toutes les fédérations pour pouvoir tenir des discussions avec eux, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et comme le ministre a dit, on aura toujours besoin de votre expérience. On aura toujours, à chaque fois, quand on est bloqué, on va s'appuyer sur vous. Je prendrai mon téléphone, je donnerai un coup de fil, je passerai vous voir à la maison pour qu'on puisse voir comment consolider, disons, déjà les acquis, oui, et puis comment améliorer encore ce qu'il y a lieu d'améliorer pour que nous puissions, être derrière la vision du chef de l'État. Place à présent au travail pour le nouveau locataire du ministère des Sports et Loisirs. Je l'avais annoncé en titre, deuxième audience au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant en foraine à la prison militaire de Ndolo, dans l'affaire coup d'État manqué du 19 mai. Les avocats de la défense ont développé leur mémoire unique. Ils ont notamment demandé au tribunal de décliner sa compétence à l'endroit de certains prévenus qui ne sont pas des militaires et d'annuler les PV d'audition établis par les OPJ au niveau de l'instruction préjuridictionnelle, au motif que cela a été obtenu sous l'effet de la torture. D'autres conseils ont formulé au tribunal la requête de liberté provisoire pour leurs clients pour raison de maladie afin de se faire soigner. Écoutons quelques-uns des avocats au micro de Damani Mujinga. Repose sur 3 points. Il y a les compétences de votre tribunal. Il y a le deuxième point de la nullité de PV de l'OPJ. Et enfin, la restitution des biens arrachés par la force, par le service de renseignement. Le premier point de les compétences de votre tribunal. L'article 115. C'est cette disposition modifiée qui dispose: les juridictions des droits communs sont compétentes dès lors que l'un des co-auteurs ou complice n'est pas justiciable de juridiction militaire, sauf
pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l'état de siège ou d'urgence. Donc notre Constitution aussi interdit cette pratique de torture. C'est comme ça que les prédécesseurs vous ont demandé que vous puissiez annuler ces PV parce que ça a été passé dans des moyens qui n'est pas humains. Il faut dire que seules quelques mémoires uniques ont été développées. Les restes laisseront à la prochaine audience fixée pour le mardi prochain. À la même occasion, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, sous la présidence du major magistrat Freddy Aimé Ampia, pourrait procéder aux premières délibérations. Une autre brève dans ce journal, dans son dernier arrêt rendu public le vendredi 14 juin, donc aujourd'hui, la Cour des comptes vient de déclarer coupable le comptable public Félicien Moulondani Biangoy pour avoir transmis tardivement ses comptabilités mensuelles pour l'exercice 2020, 2021 et 2022. Ce comptable est condamné à une amende de 25 millions de francs congolais et au paiement des frais de l'instance. Le présent arrêt sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et le site internet de la Cour des comptes. Autre chose à présent, les créateurs de contenu sur TikTok, YouTube ou sur toute autre plateforme numérique ainsi que les journalistes sont désormais astreints à une charte pour une bonne conduite et une diffusion saine des contenus dans les médias et dans les réseaux sociaux. La charte œuvre du Conseil supérieur de l'audiovisuel vise à réguler et à réglementer un secteur qui a tendance à marcher en marge des bonnes mœurs de la société en se servant de la révolution de la technologie. Le document qui a été lu devant les journalistes et des influenceurs par Bruno Mbolisson, vice-président du CESAC, à l'occasion du lancement de la campagne de riposte contre l'immoralité dans les médias et dans les réseaux sociaux, insiste sur le respect de la vie privée et des institutions, entre autres. Suivez Bruno Mbolisson. Respecter la vie privée et la sphère d'intimité des individus en évitant toute atteinte à leur honneur. Éviter les propos à caractère injurieux faisant référence au physique. Éviter les discours haineux, diffamatoires et discriminatoires visant une race, une ethnie, une religion et les genres. S'abstenir du débat qui accentue les clivages et la xénophobie. Respecter les institutions et autorités publiques, l'ordre public et les bonnes mœurs. En temps de guerre, s'abstenir de tenir un discours malveillant contre les forces armées, s'abstenir de donner la parole ou d'apporter un quelconque soutien aux forces négatives, s'abstenir de soutenir une propagande ou de justifier les actes terroristes. Faire preuve de retenue dans la présentation des faits de nature à mettre en danger ou de nuire aux intérêts vitaux de l'État et de la société. Éviter les attaques personnelles, les discours incitant à la violence ou à la haine et promouvoir la discussion axée sur les arguments logiques. Respecter la dignité des personnes et la présomption d'innocence. Éviter de prendre le rôle du juge ou du policier. Exercer la plus grande vigilance avant de diffuser les informations d'où qu'elles viennent. Responsabilité envers la société et l'environnement. Faire de la protection des enfants contre les effets néfastes et pervers de l'Internet un objectif à atteindre. Promouvoir la tolérance, l'inclusion, la justice sociale, le respect de l'environnement ou toute autre valeur sociale positive. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à présent à la page internationale.
La Côte d'Ivoire prévoit d'augmenter d'environ 11,5% pour 2025, soit 15 061 milliards de francs CFA, son budget par rapport à celui de 2024. C'était lors du Conseil des ministres tenu à Abidjan. La programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2025-2027, adoptée pour ce faire, définit par ailleurs les orientations budgétaires et économiques pour les 3 années à venir. Suivez. Selon le Conseil des ministres tenu le mercredi 12 juin, le gouvernement ivoirien prévoit de porter son budget de 2025 à environ 15 061 milliards de francs CFA, soit 25 milliards de dollars, contre 22,5 milliards de dollars pour l'année en cours. Cette tendance haussière de 11,5% qui devrait se poursuivre et croître jusqu'en 2027 sera orientée vers la consolidation de l'efficacité du recouvrement des recettes intérieures. Il faut noter que c'est une programmation budgétaire record. Il faut déjà dire que ces prévisions budgétaires-là, leur réalisation va dépendre notamment de la conjoncture économique mondiale de façon générale. Vu que les 3 principes qui soutiennent cette programmation budgétaire-là sont l'amélioration des couvertures des recettes, la maîtrise des charges de fonctionnement et surtout la soutenabilité de notre dette au niveau national. Pour atteindre les objectifs, la politique budgétaire de l'État ivoirien, selon le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly, prévoit une bonne maîtrise des charges de fonctionnement et le maintien de la soutenabilité de l'endettement public. Par ailleurs, les projections faites sur 2026 et 2027 annoncent respectivement des prévisions budgétaires annuelles à 28 milliards de dollars, puis à 28,679 milliards de dollars. Cette programmation budgétaire-là reste vraiment très ambitieuse parce que qui dit amélioration de la couverture des recettes fiscale dit beaucoup plus d'impôts sur les structures formelles. Parce qu'il faut noter que nous avons une économie qui est majoritairement informelle et donc les mesures pour formaliser l'ensemble des métiers ou l'ensemble des activités génératrices de revenus qui vont pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer sa recette fiscale sont encore à l'état latente. Ces stratégies, si elles sont mises en application, permettront à la Côte d'Ivoire d'accroître en continu ses investissements et ses dépenses pour la lutte contre la pauvreté dans le pays. Le document de programmation budgétaire économique pluriannuelle 2025-2027, adopté le 12 juin, s'appuie sur une perspective de croissance annuelle de 7,4% en moyenne du produit intérieur brut ivoirien sur la période déterminée. L'Italie a abrité une session consacrée aux investissements et aux projets d'infrastructures en Afrique lors du sommet du G20 qui s'est tenu dans la région méridionale de Puglia. La première ministre italienne Giorgia Meloni a présidé la réunion à laquelle ont participé les dirigeants des États-Unis, du Japon, du Canada, de l'Allemagne et de l'Union européenne, ainsi que des représentants d'entreprises privées italiennes et américaines telles que Eni et Microsoft qui participent au programme d'investissement. C'est un commentaire de nos confrères d'Africa News. Une session du G7 en Italie a été consacrée à l'Afrique ce jeudi, présidée par la première ministre Giorgia Meloni. Le groupe des 7 a l'intention d'accroître ses investissements sur le continent. Nous voulions créer une alternative à cet investissement dans les infrastructures et ce n'est pas seulement la puissance de feu financière qui est impressionnante, mais le partenariat est aussi durable. Il est bon pour la planète et bon pour les finances des pays, si je puis le dire. Cette combinaison rend notre offre différente des autres. Ce qui est important, c'est que nous voulons apporter des avantages durables à l'économie locale de nos partenaires. Les projets comprennent un corridor ferroviaire qui reliera l'Afrique centrale à l'Afrique australe, l'installation de câbles de télécommunications et d'autres infrastructures dans la région. Mesdames et messieurs, vous informer, c'est aussi à travers les publications et la presse parues ce vendredi à Kinshasa. Place à présent à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir.
Ouvrons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre à sa une « Après l'investiture, Tshisekedi et Souminois attendus sur terrain ». Pour la population congolaise, écrit ces tabloïds, le gouvernement souminois sera jugé par sa volonté et sa détermination à absorber le chômage, à mieux gérer son budget des 18 milliards pour éviter les dépassements budgétaires des institutions auxquelles le gouvernement Sama avait habitué le Congolais et à mettre fin à la guerre dans les montagnes du Nord Kivu et de l'Ituri. Pour sa part, renchérit le même journal, le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions du pays, devrait peser sur certaines forces obscures qui peuvent avoir les idées de bloquer la bonne marche dans les affaires au niveau du gouvernement. C'est ce qu'a rappelé une élue du peuple qui a carrément demandé à la première ministre de démissionner si elle subit la pression de son parti, l'Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS. Le ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba, de son côté, a annoncé le lancement dans les tout prochains jours de la construction de la prison des voleurs de l'État. Il a promis également d'entamer des réformes courageuses et audacieuses au sein de l'appareil judiciaire congolais, rapporte la tempête des tropiques. Toujours dans les domaines de la justice, avec Africa News cette fois-ci, un mois après la mise en demeure lancée depuis avril dernier par la RDC contre Apple, société américaine de fabrication de téléphones, l'heure est au bilan. Pour William Bourdon et Robert Amsterdam, avocats de la RDC, il faut agir et il importe de trouver des vecteurs d'influence pour montrer et prouver à tout le monde qu'il y a des sang dans les téléphones. Ils l'ont dit jeudi au cours d'un point de presse organisé au lendemain de leur rencontre avec le président Félix Tshisekedi. Cette action, selon le coordonnateur de la task force du gouvernement chargé de conseiller et d'accompagner la RD Congo sur cette question, relève du front économique dans lequel s'est engagé le gouvernement RD congolais pour endiguer la crise sécuritaire de l'Est. Le pillage, l'exploitation ainsi que le commerce illicite des ressources naturelles de la RD Congo en général, mais surtout des minerais stratégiques, constituent des causes fondamentales de la perpétuation du cycle de violence sur le territoire RD congolais, entraînant la déstabilisation du pays, a-t-il dit, non sans faire part de diverses autres actions judiciaires intentées devant les juridictions internationales. Même si Apple semble marginaliser l'action entamée contre elle, Maître Bourdon promet à son tour de maintenir la pression, ajoute EcoNews. On a reçu sous le courrier sans papier en tête de l'entreprise une réponse d'Apple, une réponse laconique que nous considérons comme une forme de mépris, de cynisme, d'arrogance et de déni judiciaire, a-t-il déclaré. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. Cette revue vous a été présentée par Don Momat. Mesdames et messieurs, voici arrivé la fin de ce journal. Mais avant de le boucler complètement, je vous en rappelle ces deux principaux titres. Anthony Kinzo prend officiellement ses fonctions. Le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État a pris le relais de Guilain Nyembo. Anthony Kinzo Kamole promet de donner le meilleur de lui-même dans l'exercice de ses fonctions. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis, vous l'avez encore suivi. Deuxième audience au tribunal militaire à la prison de Ndolo dans l'affaire coup d'État manqué. Les avocats des accusés ont formulé la requête de liberté provisoire pour raison de santé de certains de leurs clients. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.